Un bon salaire américain, c'est combien? Et un bon salaire d'expat aux États-Unis, c'est combien? La vie aux États-Unis, ça coûte combien? Combien est-ce qu'il me faut de dollars pour bien vivre avec ma famille ici? Je vous aide à répondre à toutes ces questions juste après le générique. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mom à la française. Ici, je partage avec vous notre expérience de l'expatriation aux États-Unis en famille et je vous aide à préparer votre propre expatriation. Aujourd'hui, on parle salaire. Alors, ça y est, vous avez reçu une proposition pour venir travailler aux États-Unis. Félicitations! Mais est-ce que c'est la bonne proposition? Est-ce que c'est une proposition qui vaut le coup de tout changer? Quand on s'expatrie, tout est différent, y compris le côté financier. Donc, je vais vous aider à évaluer le salaire qu'on vous propose pour voir si dans le contexte américain, ça passe ou ça casse. L'objectif, c'est de savoir si ce salaire vous permettra de bien vivre aux États-Unis avec votre famille. Donc, je ne vais pas vous parler d'un nombre d'or, d'un nombre en particulier, puisque tout dépend évidemment de votre style de vie, de vos besoins, de votre format familial. Mais en tout cas, je vais tâcher d'attirer votre attention sur les éléments qui sont très différents entre les États-Unis et la France, parce que c'est souvent ceux qu'on oublie. Alors oui, les salaires aux États-Unis sont beaucoup plus élevés qu'en France, mais les charges auxquelles vous aurez à faire face sont aussi beaucoup plus nombreuses et souvent plus élevées. Déjà, tout ce qui dépend de la solidarité en France, comme par exemple la santé, la retraite, l'assurance chômage, sont des choses globalement assumées individuellement aux États-Unis. Et assumer individuellement, ça veut dire que vous devez épargner pour ces postes-là. De plus, le salaire que vous allez percevoir sera sans doute la seule source de revenus que vous aurez pour au moins plusieurs mois. Parce que déjà, il n'y a pas d'aide comme des allocations, d'un soutien financier quelconque aux États-Unis. Et également parce que votre conjoint ne pourra pas travailler dans les premiers mois. Le salaire que vous allez percevoir doit couvrir tous vos besoins familiaux et même au-delà, puisque vous allez devoir épargner dès le début. Quelques repères. En 2019, aux États-Unis, le revenu médian par foyer, donc pas le salaire, mais le revenu médian par foyer, était de 68 000 $. Le salaire médian en 2020 aux États-Unis, il était à 53 000 $ nationalement. Et on considère qu'une famille middle class aux États-Unis est une famille dont les revenus sont compris entre 53 et 106 000 $. Donc, comme vous le voyez, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles qu'en France. Les salaires et les revenus sont, oui, beaucoup plus élevés. Les salariés que les entreprises américaines font venir aux États-Unis sont des salariés avec des compétences très pointues, très spécifiques, des niveaux de responsabilité très élevés, donc forcément ça veut aussi dire salaire plus élevé. En revanche, ça veut aussi dire que vous avez de grandes chances de vous retrouver dans un État où la vie est particulièrement chère. Les États comme la Californie, le New Jersey et l'État de New York font partie du top 10 en fait des États où le coût de la vie aux États-Unis est plus élevé. Donc, compte tenu de ces premiers éléments, il y a de grandes chances qu'en tant qu'expat aux États-Unis, vous ayez une rémunération, ce qu'on appelle une rémunération à 6 chiffres, donc supérieure à 100 000 $ par an. C'est d'autant plus le cas qu'en fait, les services de l'immigration sont très pointilleux sur la délivrance des visas et ils s'assurent en fait que quand un salarié vient de l'étranger, que ce n'est pas pour du dumping salarial ou du dumping social. Donc les services de l'immigration américains vérifient que vous ne serez pas payé moins que serait payé un Américain pour faire la même chose. Donc je vois déjà les petites étoiles et les petits dollars qui s'affichent dans vos yeux. Attention, je veux vraiment vous mettre en garde. Les chiffres, effectivement, vus à travers le prisme et les repères français peuvent paraître énormes et formidables.
Mais aux États-Unis, vous avez besoin de beaucoup d'argent pour bien vivre. Donc c'est ce qu'on va regarder ensemble tout de suite à travers 9 points essentiels. Le premier point, c'est déjà de faire un comparatif pour voir si le salaire que vous allez percevoir est juste par rapport à ce qui se pratique. Pour ça, je vous suggère d'aller voir les sites comme glassdoor.com ou payscale.com. Ce sont des sites qui vont vous fournir des informations chiffrées détaillées sur les niveaux de rémunération. Donc c'est par entreprise, par localisation et par fonction. Ce qui veut dire que déjà si vous êtes dans une grande entreprise, il y a de grandes chances que vous trouviez des infos précises sur les salaires de votre entreprise et en fonction du lieu d'implantation, puisque tous les salaires ne sont pas équivalents si vous êtes à New York, à Los Angeles ou à Houston. Cette première étape va vous permettre de voir donc, si le salaire qu'on vous propose est juste. Et maintenant, cette première étape est faite, il va falloir voir si votre salaire vous permettra de bien vivre. Donc numéro 2, quelles sont les charges que vous avez déjà avant même de partir aux États-Unis? Ça c'est facile, ce sont les charges financières auxquelles vous devez déjà faire face en France. Ces charges, ça peut être des pensions alimentaires, des charges financières quelles qu'elles soient. Donc c'est facile, vous les connaissez. Mais la subtilité ici, c'est qu'il faut prendre en compte le taux de change. Le taux de change euro-dollar, il est en faveur de l'euro. L'euro vaut plus cher et selon les moments, c'est entre 11 et 15% d'écart. Donc, pensez dans votre budget à prévoir ce taux de change puisque vous allez perdre environ 11 à 15% du pouvoir d'achat si vous transférez des dollars en euros. Et puis, vous risquez aussi d'avoir des frais bancaires à négocier éventuellement. Point numéro 3, le déménagement. Alors, vous allez forcément avoir ce qu'on appelle un relocation package, donc une aide au déménagement qui est proposée par l'entreprise. J'en ferai une vidéo spécifique sur ce point, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Sachez cependant que malgré cette aide, il y a beaucoup de choses qui resteront à votre charge. Voici des exemples. Donc, les meubles, par exemple, selon le fonctionnement du déménagement, selon comment votre déménagement va se passer, vous pourrez prendre la décision de ne pas emmener vos meubles, de les vendre avant de partir ou de les mettre dans un garde-meuble et de racheter des choses sur place. Déjà ça va mobiliser de la trésorerie. Deuxièmement, l'électroménager. Aux États-Unis, l'électricité est 110-120 volts, alors qu'en France, c'est 220-230 volts. Donc, tout votre gros électroménager, vous ne pourrez pas l'emmener, c'est certain. Et ça veut dire que vous devrez racheter des choses en arrivant ou trouver un logement où il y a déjà ces éléments. Le petit électroménager est parfois compatible avec le 110-120 volts. Pensez à vérifier sur votre sèche-cheveux, votre brosse à dents électrique, etc. Et après, il y a aussi la possibilité d'avoir un transformateur pour certains petits appareils d'électroménager. Mais en tout cas, il y a un budget électroménager à prévoir. En plus, en tant que nouvel arrivant, vous aurez des conditions financières moins intéressantes qu'un Américain parce que vous n'aurez pas de credit history, vous n'aurez pas d'historique de crédit et pas non plus ce fameux credit score qui est une note que vous attribuent en fait les instituts financiers pour évaluer votre capacité à rembourser et le fait que vous soyez bon ou mauvais payeur. Je vais vous donner un exemple. Quand vous arrivez aux États-Unis, vous aurez forcément besoin d'une voiture. Donc, si vous faites un leasing ou si vous achetez une voiture, de toute façon, il y a une somme que vous devez d'emblée poser sur la table. C'est ce qu'on appelle le down payment. Ce down payment, pour un leasing, il est minimum de 1 500 $. Comptez plutôt 2 500, 3 000 $ pour être sûr, parce que par rapport au fait que vous n'ayez pas d'historique de crédit, justement, les conditions seront sans doute un peu plus drastiques en termes de mise de départ. On va vous demander davantage de votre part. Vous aurez sans doute un taux d'intérêt pour l'emprunt si vous choisissez d'acheter la voiture qui est moins favorable que si vous aviez un credit score ou credit history. Et puis, on peut aussi vous demander certaines garanties que vous n'auriez pas à fournir si vous aviez ce credit history.
Donc, le credit history, credit score, il va vous falloir à peu près une année pour construire quelque chose qui va vous permettre d'avoir des conditions financières plus intéressantes. Mais voilà, au départ, ce ne sera pas le cas, donc pensez à prévoir cela. Numéro 4, le lieu où vous allez vivre. Évidemment, c'est essentiel puisque ça a un gros impact sur le coût du logement qui est forcément le coût le plus important dans votre budget. Si vous êtes dans le New Jersey et que vous décidez de louer, vous aurez une caution d'1 mois et demi à fournir. Et si vous voulez une maison de 3 ou 4 chambres, il faut compter une enveloppe d'à peu près 4 000 4 500 $ de caution puisque vous aurez sans doute un loyer autour de 3 000 $ pour ce type de bien. Si vous décidez d'acheter immédiatement, ce n'est pas du tout impossible, mais il faut prévoir un apport personnel d'à peu près 20% pour ne pas avoir à prendre certaines assurances qui coûtent très très cher sur la durée des emprunts, qui sont d'à peu près 30 ans en général ici. Et ces 20% d'apport personnel, ils seront rarement inférieurs à 60 000 $. Donc ça fait quand même une belle enveloppe de trésorerie à fournir dès votre arrivée. En plus de cela, vous avez aux États-Unis des property tax, donc ce sont les impôts fonciers, qui sont d'un État à un autre très différents, mais qui sont de toute façon bien plus élevés qu'en France. Le New Jersey est l'État américain dans lequel ces property tax sont les plus élevés. Dans notre quartier, donc c'est pas un quartier hyper argenté, c'est un quartier moyen du New Jersey. Toutes les property tax sont entre 10 et 13 000 $ par an. Je vous conseille de consulter les sites Zillow.com et Compass.com. Ce sont des sites d'annonces immobilières très sérieux et qui vont vous fournir des informations détaillées et fiables avec des simulations super précises sur les montants qu'il faut avoir en tête pour les biens que vous considérez. Donc le montant des assurances, le montant des property tax, quel taux d'intérêt vous pouvez envisager, etc. Le point numéro 5, c'est la santé. Parmi les sommes qu'il faut impérativement avoir en argent disponible quand vous serez aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le out of pocket. Dans les assurances santé américaines, il y a une franchise, le deductible, et un out of pocket. Le out of pocket, c'est le montant maximum que vous aurez à payer de votre poche par année civile pour votre santé. Donc c'est le montant que l'assurance ne prend pas en charge. Et ce montant, il faut toujours l'avoir en disponible parce que si vous arrive quelque chose, vous aurez à payer potentiellement ces sommes-là et jusqu'à ces sommes-là. Je vais vous donner 3 exemples. Le premier, si vous avez un problème de santé chronique, comme par exemple le diabète, je vous ai parlé de cet exemple dans ma vidéo sur les visas à propos d'une famille suisse dont un de leurs enfants avait du diabète. Vous savez que vous aurez de toute façon des montants à payer de votre poche tout au long de l'année. Donc le out of pocket sera forcément entamé, voire consommé intégralement. Donc il faut que vous puissiez chaque année remettre cette somme intégralement de côté pour faire face à vos dépenses prévisibles et récurrentes. Le deuxième exemple, c'est quelque chose d'imprévu qui vous arrive au niveau santé, et avec des enfants, on sait tous que les imprévus peuvent tout à fait arriver. Donc un bras cassé, un nez cassé, une appendicite, et vous vous retrouvez rapidement avec des montants de plusieurs milliers de dollars à devoir payer sans délai. Troisième exemple qui concerne aussi les familles, une grossesse. Sachez qu'aux États-Unis, une grossesse et un accouchement sans complications particulières peuvent facilement coûter entre 5 et 13 000 $, vraiment sans problème. Notre exemple personnel, notre out of pocket, il est de 11 000 $ pour la famille. Donc si on consomme un peu de cette somme qu'on doit mettre de côté, il faut penser à faire le complément pour être sûr de ne pas se retrouver dépourvu
l'année suivante si on a un pépin de santé. Et soit dit en passant, les factures, les dépenses de santé sont la première cause de faillite personnelle aux États-Unis. Le 6e point, ce sont les impôts. Les impôts sur le revenu aux États-Unis sont prélevés à la source. Donc ça, c'est comme en France. Vous avez aussi des déductions qui vous sont permises en fonction du nombre de personnes à votre charge, donc ce qu'on appelle les dependents. Mais pour en bénéficier, vos dependents doivent avoir chacun ce qu'on appelle un numéro ITIN. Ce numéro vous est attribué par l'administration fiscale et en général, vous ne l'avez pas lors de la première saison fiscale que vous faites aux États-Unis, puisqu'en fait, ces numéros sont attribués juste avant ou pendant la période de ce qu'on appelle le tax return, donc le moment où les impôts font le point sur ce que vous devez et ce que vous avez payé. Ce qui veut dire que, conclusion numéro 1, la première année, vous êtes généralement imposé comme quelqu'un qui est célibataire et ou sans enfant, donc vous payez forcément plus d'impôts. La deuxième chose à savoir, c'est que c'est vous qui allez définir le niveau d'impôt que vous payez au fur et à mesure de l'année. Vous avez différents curseurs et voilà, vous choisissez le niveau de votre contribution. Par contre, si en fin d'année fiscale, au moment du tax return, l'administration fiscale se rend compte que vous n'avez pas assez payé, donc que vous avez payé moins que ce que vous devez au total, vous devrez non seulement payer le complément, mais en plus vous aurez une amende à payer puisqu'on considère que vous devez toujours payer davantage. C'est pour ça que ça s'appelle le tax return, parce qu'en général à ce moment-là, c'est l'administration fiscale qui vous rend de l'argent. Et d'ailleurs, quand elle doit le faire, elle le fait très rapidement. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est conclusion numéro 2. Ça veut dire que tout au long de l'année, vous avez quand même de la trésorerie qui est consommée par cette contribution fiscale que vous faites et donc qui n'est pas disponible immédiatement pour vous. Élément numéro 7, le travail de votre conjoint. Selon votre visa, votre conjoint sera éligible ou non à recevoir un EAD, donc une autorisation de travail. Et pour en savoir plus, je vous renvoie à ma vidéo sur les visas. S'il est éligible, il recevra un EAD, mais ça prendra de 3 à 10 mois. Et dans l'intervalle, votre conjoint n'aura absolument pas le droit de travailler aux États-Unis, y compris pour une entreprise française et à distance, puisque sans autorisation de travail aux États-Unis, un étranger n'a pas le droit de travailler du tout. Donc l'EAD va mettre 3 à 10 mois pour arriver, et il faut ajouter à cela le temps de la recherche d'emploi, que vous n'allez vraisemblablement commencer qu'une fois que vous aurez l'EAD, puisque vous n'allez pas chercher du travail sans même savoir quand vous serez autorisé à travailler. Gardez en tête que vous aurez une durée de 12 à 18 mois avec un seul salaire. Donc le salaire que vous percevrez doit vraiment suffire à la vie confortable de votre famille. Le point 8, ce sont les enfants. Si vos enfants ont moins de 5 ans, ils ne seront pas scolarisés. L'école ici commence à 5 ans. Donc, vous pouvez avoir besoin d'un daycare, l'équivalent de la crèche, et vous pouvez aussi faire le choix de scolariser vos enfants dans ce qu'on appelle une pre-K, donc pre-kindergarten, qui sont en fait souvent des écoles privées, qui peuvent être intéressantes pour des expats parce que ça permet de familiariser les enfants avec la langue avant d'entamer le cursus scolaire classique. Prévoyez un budget de 1 000 à 3 000 $ environ par mois et par enfant. Cette dépense est une dépense facultative, évidemment, mais prévoyez de faire des recherches pour voir ce qui existe dans la région où vous allez vous installer. Avec des enfants en âge d'être scolarisés, se pose la question du type d'école que vous souhaitez pour eux. Beaucoup d'expats rêvent d'avoir leurs enfants qui fréquentent les lycées français. Alors les lycées français, ça coûte 40 000 $ par an environ. Et aux États-Unis, il n'y en a que 4. À San Francisco, Los Angeles, Chicago et New York. Donc selon où vous habitez, ce n'est pas forcément possible. Après, il y a également des écoles privées, comptez environ 25 000 $ par an et par enfant, selon le type d'école,
le niveau, l'âge des enfants. Et puis, vous avez évidemment l'option de l'école locale, publique et gratuite. Ça a toujours été notre choix. On est dans un super school district et on est ravis. Les passions et les activités de vos enfants. Comptez une centaine de dollars par mois et par enfant pour des activités type basket, football américain, et à un niveau moyen, voilà, sans compétition nationale, etc. Pour d'autres activités comme la musique, l'équitation, la natation ou le patin à glace, là vous avez des budgets qui sont beaucoup plus élevés. Pour vous donner un exemple, 10 cours d'équitation ici, ça coûte le même prix qu'une année d'équitation à la frontière suisse. Donc ici, pour 10 cours d'équitation, on paye 750 dollars. Ce qui peut vite chiffrer puisque sur une année, vous avez une enveloppe d'à peu près 3000 dollars. Si vos enfants sont des ados ou des grands ados, va se poser la question des études supérieures. Est-ce que vos enfants envisagent de faire leurs études supérieures aux États-Unis ou non? Si c'est le cas, sachez que le coût moyen d'une année universitaire aux États-Unis, dans une université privée, c'est 38 000 dollars. Et donc, ce n'est pas surprenant que les Américains commencent à mettre de côté pour les études de leurs enfants dès la naissance. Si vous arrivez avec des ados ou des grands ados, vous allez devoir mettre de côté des sommes importantes parce que les banques ne prêtent jamais l'intégralité du coût des études. Les études ici sont chères, mais en plus d'être chères, il est possible que vous ayez à payer plusieurs coûts de scolarité en même temps si vous avez des enfants qui ont peu d'écart. Dans notre exemple, nous avons 3 enfants et si on part du principe qu'ils vont chacun faire un bachelor, donc bachelor c'est 4 ans d'études, vous multipliez par le coût moyen d'une année universitaire aux États-Unis, 38 000 dollars, et vous arrivez à un montant effrayant de 456 000 dollars. Point numéro 9, la retraite. Aux États-Unis, c'est à vous d'épargner pour votre propre retraite. Tous les mois, vous allez mettre de côté une somme qui alimentera votre compte retraite. Ça, c'est à vous de définir tout à fait librement son montant, sachant que souvent l'entreprise contribue également, donc il faudra trouver l'équilibre en fonction de la contribution la plus optimale pour vous et vos projets. De toute façon, les montants seront de plusieurs centaines de dollars par mois. Il faudra creuser la question en fonction de ce que l'entreprise va vous proposer comme benefits. Et ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo également. En tout cas, sachez que vous aurez plusieurs centaines de dollars chaque mois qui seront consacrés, qui devraient être consacrés à votre retraite. Maintenant qu'on a vu ensemble ces 9 points, je vous propose un exercice pratique. Vous allez commencer à établir votre budget de trésorerie, le budget mensuel dont vous aurez besoin aux États-Unis. Alors, pas de panique, il y a beaucoup de choses que vous ne pourrez pas encore définir de façon précise. Il vous manque encore beaucoup d'éléments pour avoir un chiffre final. Mais commencez à établir les chiffres, commencez à poser les chiffres que vous avez déjà. Et ça vous permettra aussi d'identifier ce qui vous manque et qu'il va falloir mieux identifier et affiner au fur et à mesure de l'analyse de la proposition que l'entreprise vous fait et des recherches que vous faites pour votre projet d'expatriation. Être réaliste et pragmatique sur le côté financier, c'est un point essentiel pour réussir votre expatriation. C'est votre future vie, c'est vraiment quelque chose qui va vous engager sur plusieurs années. Donc vous n'allez pas tout changer votre vie actuelle, chambouler toute la vie de votre famille si c'est pour vivre moins bien qu'avant, évidemment. Si vous avez appris quelque chose, mettez un petit pouce bleu à cette vidéo et pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien rater de mes prochains conseils sur l'expatriation aux États-Unis en famille. Merci et à bientôt chez Mom à la Française.